commencer avec notre session de ce jour, il y a quelques éléments que vous devez garder en tête. Premièrement, la session est enregistrée, donc vos différents micros sont mutés, mais au fur et à mesure que nous arrivons à la session questions-réponses, nous allons les allumer. Mais pendant la session, vous êtes libre d'utiliser effectivement la boîte à questions pour vos questions. La formation de ce jour sera sur 2 heures. Nous aurons 1 heure, 1h30 de formation et ensuite nous aurons quelques temps pour des questions et discussions. L'interprétariat est disponible en français. La session et tout ce qui est documents liés à la présentation seront disponibles en anglais et en français et cela peut être accessible via la plateforme et vous devez remplir les différents devoirs liés aux différents modules. Donc, nous avons déjà fini avec 2 modules. Nous avons parlé de l'historique de tout ce qui est services financiers en Afrique et nous avons aussi parlé du blockchain dans les services financiers. Donc, le module de ce jour a à voir avec la fintech et la transformation des services financiers en Afrique. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre facilitateur, M. Wiza Dialakazi, qui est un développeur international qui est spécialisé dans les setups et les opérations des technologies haut niveau en Afrique. Parlons de son expérience, il a depuis 13 ans travaillé dans plus de 16 pays en Afrique, aidant à bâtir des startups et différents verticaux. Avec une licence en informatique venant des États-Unis et il est en ce moment aussi le vice-président de Global Merchant Business, qui est un service mobile avec plus de 6 millions d'utilisateurs. Il est aussi un partenaire technique et un opérateur économique aussi dans les marchés émergents. Il est aussi le hôte de Happy Hours FinTech, qui est un événement qui effectivement regroupe différents experts en FinTech venant de Lagos, Nairobi, Cape Town et d'autres villes du monde. Donc, nous voulons encore souhaiter les bienvenus à vous et merci d'avoir mis du temps pour participer à cette formation avec nous. Donc, nous allons vous faire passer la main maintenant. Merci beaucoup, Nathalie. C'est un plaisir pour moi d'être là et un plaisir pour moi de me connecter à vous tous. Donc, j'espérais vous voir, mais je ne sais pas si cela sera possible. Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être que nous pourrons se voir. Donc, je suis M. Wiza Dialakazi et je vais vous faciliter, je serai le facilitateur de cette session qui a pour thème la fintech et la transformation des services financiers. Donc, si nous partons rapidement à notre diapo 2, j'aimerais parler rapidement de ce que vous attendez de cette session. Donc, premièrement, nous allons prendre le temps de se connaître. Je pense que ceci nous donne d'établir la base pour des conversations productives. Je vais parler un tout petit peu de mon expérience et de moi-même et aussi vous donner l'opportunité de faire la même chose. Et donc, si cela ne serait pas possible, peut-être pour nous de le faire via vidéo, peut-être que nous allons le faire en utilisant la boîte à discussion pour cela. Donc, je suis Wiza, je viens du Malawi, un tout petit pays, quelque part en Afrique du Sud. Donc, je suis dans l'industrie de technologie, ça fait 13 ans maintenant. Et souvent, le rôle que je joue, c'est d'aider dans les opérations liées au marketing et j'ai travaillé de manière spécifique avec la FinTech, ça fait
13 ans maintenant. Donc, si vous avez la possibilité, rapidement, j'aimerais bien savoir d'où est-ce que vous venez, que faites-vous, quelle langue parlez-vous, parlez-moi un peu de vous, parlez juste un peu de vous. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut partager aussi? Je peux partager mon écran. Alors, si vous pouvez vous présenter, n'hésitez pas de rapidement utiliser la boîte à discussion pour vous présenter. D'où venez-vous? Que faites-vous? Quelle langue parlez-vous? Voilà, une brève présentation. Nous allons laisser le temps au facilitateur de partager son écran. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Voilà, tout va bien de mon côté, fantastique. Et donc, je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à réagir dans la boîte à discussion. Il y a tellement de langues dans la boîte à discussion. Je vois le Ghana, Mamadou, Sola, j'espère avoir bien prononcé le nom. Elohim, bienvenue, Jariatou. Wow, excellent, 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 excellent. Très bien. Donc, pendant que le reste continue à se présenter dans la boîte à questions, donc je peux commencer, mais j'ai tenu vraiment à vous connaître pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, engager des discussions avec vous. Alors, parlons un tout petit peu de qu'est-ce que c'est la FinTech. Donc, je sais que vous avez eu des sessions, vous avez parlé avec d'autres facilitateurs, mais à cause des différentes définitions qui varient des experts de partout, très souvent, il est important pour nous de pouvoir s'accorder sur notre définition de la FinTech pour notre conversation du jour. Donc, lorsque nous revenons sur l'histoire de la FinTech, j'aimerais dire que cela a commencé, on va dire, avec l'invention de l'argent. Donc, plus de 1000 ans, les jetons en Chine ont été créés de différents métaux comme l'argent et de la bronze pour permettre aux gens de pouvoir engager des échanges commerciaux. Donc, avant l'invention de l'argent comme nous le connaissons aujourd'hui, il y avait un système d'échange et ceci n'était pas efficace parce qu'il fallait avoir les différents biens et les services que vous avez pour pouvoir être capable d'échanger ou de commercialiser. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez imaginer combien, on va dire, de cabris ou de bœufs étaient nécessaires si vous vouliez, par exemple, payer une maison. Alors, c'était plutôt difficile d'échanger. Et l'inconvénience a donné à ce que nous, humains, nous puissions développer ce premier système d'argent. Et ceci a commencé avec les jetons. Et avec le temps, les jetons se sont développés et on va dire dans les 13e siècle, nous avons commencé à avoir différents types de jetons venant de différents matériels. Et l'argent papier, qui est aussi une idée très vieille, a été aussi créé en Chine, on va dire 800 ans après la venue du Christ. Et vers le 15e siècle, les jetons n'étaient plus utilisés et nous avons vu comme une transition vers l'argent en papier. Et donc, ceci est le statut depuis les années 30 où nous avons commencé à voir différents pays développer leur propre monnaie qui était appelée
monnaies fiat. Et les monnaies fiat étaient très intéressantes parce que les gens se sont dit, au lieu de se déplacer avec tous ces jetons pesants, pourquoi pas créer ces différents papiers qui seront, on va dire, produits par une autorité centrale qui représente la banque. Et nous avons confiance que la banque va maintenir la valeur de ces différents monnaies en papier et nous serons capables de les utiliser pour nos différentes transactions commerciales. Donc, pendant plusieurs années, les différentes monnaies fiat ont été soutenues par d'autres actifs, que ce soit des matériels bruts comme de l'or, jusqu'aux années 70, où le dollar américain a été soutenu par la réserve de l'or pour pouvoir, on va dire, créer comme une balance entre la valeur et l'or. Et donc, jusqu'aux années 70, beaucoup de monnaies fiat ont commencé à être soutenues par différents gouvernements qui produisaient ces monnaies. Et pendant que la plupart des monnaies dans le monde sont soutenues par le dollar, aujourd'hui, le dollar n'est pas soutenu par un autre élément. Ceci est soutenu par le gouvernement et les institutions des États-Unis, de sorte que la valeur soit préservée dans le dollar et que cela soit ainsi pour l'avenir. Et donc, à ce jour, en 2022, c'est plus ou moins l'état dans lequel le monde est. Nous sommes mis d'accord que l'argent en papier dans nos différents pays est d'une manière ou d'une autre soutenu par le dollar et que cet argent a de la valeur. Et au lieu de se déplacer avec nos différentes ressources et ces différents actifs physiques, nous pouvons plutôt échanger avec de l'argent en papier afin de pouvoir échanger. Et c'est important pour nous de mentionner cela parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, vous aurez plus de clarté afin que vous puissiez comprendre la différence entre l'argent électronique et ce que nous appelons les crypto-monnaies. Et il est important pour vous d'avoir le contexte pour comprendre ces différentes différences de manière plus tangible. Donc, la définition simple est ce que je partage avec vous. Autrement dit, la fintech est simplement la technologie utilisée pour améliorer la prestation des services financiers. Et donc, lorsque nous regardons l'élément historique que nous avons parlé, parlons des jetons et autres, ce sont des fintech à un niveau. Et seulement que la manière que nous regardons la fintech aujourd'hui, c'est la combinaison de l'existence historique des différents services financiers qui se sont mis ensemble pour pouvoir répondre ou bien rencontrer l'Internet pour la première fois. Donc, l'Internet a changé le jeu pour la fintech et à cause de cette invention récente, la plupart des innovations fintech que nous voyons ont été dans les années et donc, c'est maintenant, dans le 21e siècle, que nous voyons le terme fintech utilisé et nous sommes à un niveau, on va dire, un premier niveau lorsque vous pensez, c'est que nous sommes tous dans différentes parties du monde, mais nous sommes capables de voir et de s'entendre en temps réel sans se déplacer. Et il y a beaucoup d'informations qui se déplacent à la vitesse de l'Internet qui est en temps réel, très souvent instant et très souvent disponible. Et aujourd'hui, l'argent ne bouge pas à la vitesse de l'Internet à part le crypto-monnaie. Et donc, ceci démontre que malgré les innovations que nous avons vues depuis longtemps, il y a encore des opportunités massives pour les différents services financiers des entrepreneurs de pouvoir bâtir des systèmes qui peuvent
permettre aux milliards de personnes pour avoir accès aux services financiers. Et la plupart pourront avoir accès à cela pour la toute première fois. Donc, ceci est la définition que nous allons maintenir pour notre conversation. Donc, j'aimerais vous encourager, si vous êtes intéressé à ajouter d'autres pensées, n'hésitez pas de les partager. Si vous avez des commentaires, c'est toujours important lorsque nous discutons que juste moi qui vous donne ces informations. Donc, sentez-vous libre de partager aussi vos différents avis. Ce n'est pas une manière pour vous d'interrompre. Nous pouvons discuter du sujet. Alors, pour que la FinTech puisse exister comme nous le connaissons aujourd'hui, cela n'existe pas dans ce vacuum, dans un vacuum. Il y a différentes structures ou environnements qui affectent l'existence de la FinTech aujourd'hui. Et je vais prendre un peu de temps pour vous donner de comprendre ces différents éléments. Donc, le premier élément qui est l'élément important, c'est la réglementation. La réglementation est nécessaire parce que imaginez un monde où n'importe qui peut se lever et commencer à produire son propre argent dans son pays et encourager tout le monde d'utiliser cet argent au lieu d'utiliser, on va dire, la monnaie locale. Alors, cela va permettre à ce qu'il y ait un chaos et les gens ne seront pas capables de mesurer la valeur de manière appropriée. Il y aura différents systèmes de comptabilité pour différents types d'argent et cela sera impossible pour une intégration financière. Donc, il est possible pour moi de m'asseoir ici à Johannesburg et de recevoir de l'argent de quelqu'un qui vit au Brésil. Parce que nous sommes tous mis d'accord en tant que monde que nous allons avoir des normes, des standards que nous choisissons pour adopter en ce qui concerne l'argent et les services financiers. Et toutes ces choses ou ces standards à un niveau global sont rendus disponibles par des régulateurs financiers. Et dans nos différents pays, les régulateurs, c'est la Banque centrale. Donc, d'où je viens, nous avons la banque, la réserve, qui est la Banque centrale de Malawi. Et je suis convaincu qu'il y a une banque centrale pour vos différents pays aussi. Et ces différents régulateurs travaillent ensemble de manière et ils essaient de définir tout ce qui est réglementation qui gouverne les différents services de finance. Donc, lorsque nous regardons, par exemple, l'histoire de, on va dire, la M-Pesa, qui est un service mobile d'argent au Kenya qui, en ce moment, je pense que vous êtes plutôt familier à cela, donc, cela a commencé dans les années 2000 au Kenya, vu qu'il y avait absence d'un cadre de réglementation. Donc, Safaricom, qui était le réseau télécom qui opère la M-Pesa, ils ont une idée pour pouvoir être capable d'envoyer de l'argent via l'électronique au travers de différents textes messages. Donc, à l'époque, la réglementation au Kenya de la Banque centrale n'avait pas de provision pour ces personnes qui n'étaient pas, on va dire, une institution bancaire pour pouvoir avoir la capacité de tenir ou de garder l'argent de manière électronique. Donc, ils sont rentrés en partenariat avec une banque qui est la NCA Bank, qui est une banque commerciale au Kenya. Et ils se sont dit, écoute, avec vous, vu que nous n'avons pas le cadre de pouvoir émettre de l'argent électronique, pourquoi pas vous devenir notre sponsor afin que nous puissions avoir l'argent qui va rester dans les portefeuilles M-Pesa et ceci peut être transmis dans la banque, les comptes où l'argent sera gardé dans votre banque afin que lorsque le régulateur vienne vers nous pour dire, écoute, Visa a tel montant d'argent dans son compte mobile, où est-ce que cette money, où est-ce que cet argent est localisé? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir accès à cela? Donc, le modèle que la M-Pesa et la NCBA ont
pour pouvoir permettre cette valeur électronique. Ceci est devenu le modèle que la plupart des pays africains ont adopté pour développer de l'argent électronique ou les transferts mobiles électroniques. Donc aujourd'hui, nous voyons l'argent mobile qui est l'infrastructure de base qui permet tout ce qui est innovation fintech que nous voyons aujourd'hui sur le continent. Donc, lorsque nous pensons de l'argent mobile, lorsque nous parlons des portefeuilles numériques, les banques mobiles ou numériques, ce sont tous les différentes formes on va dire, de l'argent électronique. Et les banques, de manière typique, ont toujours eu la capacité de pouvoir faire des dépôts d'argent et vous permettre d'avoir, on va dire, un compte banque. Donc, lorsque vous partez, par exemple, lorsque vous utilisez un GAB, et cette infrastructure existe depuis longtemps. Donc, jusqu'aux années 90, il était impossible pour quelqu'un, globalement, de penser à utiliser les services financiers sans passer par la banque. C'est seulement les banques et les différents réseaux correspondants tels que Visa et Mastercard qui avaient la monopolie efficace sur tout ce qui est système numérique lié aux finances. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte Visa et vous pouvez prendre celle-là et vous pouvez dépenser cet argent un peu partout dans le monde. Vous pouvez utiliser votre carte Mastercard, vous pouvez aller dans n'importe quel GAB et vous serez capable de pouvoir effectivement retirer de l'argent ou la monnaie locale de ce pays. Et ceci a permis à ce que ces différentes industries puissent se développer parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mais dans les années 2000, en Afrique, nous avions une croissance de la coopération télécom. Lorsque vous regardez, par exemple, les grandes entreprises dans vos pays, nous parlons des industries de mines, la télécom, et c'est eux qui sont les plus grandes entreprises publiques dans nos pays africains. Donc, il y avait des opportunités pour la distribution parce que la plupart des personnes avaient des 4 SIM, les personnes qui avaient des téléphones avec que des SIM cards. Donc, en tant que télécom, je pouvais faire les mises à jour et voir comment accommoder plus de personnes. Nous avons vu d'autres services où l'industrie a commencé à se dire, écoute, nous avons déjà ces différents services disponibles via le mobile. Pourquoi pas aussi engager des services financiers? Et je peux dire que les M-Pesa étaient les pionniers dans le continent et la plupart de ce que nous voyons en termes de réglementation liées aux services financiers qui sont, on va dire, le carrefour d'avenir pour tout ce qui est finance, services financiers. Alors, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui peut se connecter sur un site web pour faire, mais en Afrique, lorsque nous parlons de finances numériques, c'est les finances mobiles, c'est via le mobile que nous faisons. Donc, pour revenir sur la réglementation, la plupart des affaires ou des entreprises ou les compagnies de télécom ont vu l'opportunité qui s'est manifestée avec la M-Pesa au Kenya et ils ont essayé de répliquer ces mêmes modèles dans les différents marchés. Parce que, comme on a dit, la réglementation n'existait pas, l'industrie télécom devait rentrer en partenariat avec les banques et cela dans tous les pays africains afin de pouvoir commencer à émettre tout ce qui est services financiers aujourd'hui. Et ceci sans réglementation, il n'y a pas d'industrie fintech parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui existe comme service financier, que ce soit mobile ou non mobile, que ce soit banque ou non, dans tous les pays africains, cet argent est quelque part dans une banque aujourd'hui. Et ceci
est très important et nous devons comprendre cela comme fondation pendant que nous commençons à engager certains défis qui existent et les voir que la FinTech a pu s'accroître très rapidement. Alors, ceci joue un grand rôle dans l'écosystème FinTech. Et donc, ensuite, nous avons l'infrastructure technologique. Ce que vous allez trouver, c'est que la plupart des FinTech ne sont pas vraiment des innovations. Ce que les FinTech font et excellent, c'est d'être capable de créer des expériences pour des audiences spécifiques. On va prendre par exemple la M-Pesa. Ils savaient comment construire quelque chose qui travaille avec la SIM card hors ligne, permettant les utilisateurs d'utiliser cela. Et donc, lorsque vous regardez les choses à ce niveau, le niveau d'innovation qu'ils ont appliqué est lié à la technologie, au niveau technologique. Donc, ils ont pris tout ce que la banque pouvait offrir, prenons l'exemple de différents paquets, et ils ont donné aux gens le moyen d'accéder à cela de différentes manières, sans pourtant se rendre dans différentes branches des banques. Et ils ont permis qu'il y ait des agences pour permettre aux gens de pouvoir convertir leur argent du cash à l'argent électronique et aussi sensibiliser des personnes à commencer à utiliser les services pour permettre à ceux qui arrivaient à envoyer de l'argent, par exemple, dans leur pays. Donc, si nous regardons l'innovation qui s'est passée, ils n'ont pas inventé en tant que tel, mais ils ont combiné différentes pièces d'infrastructure, prenant les systèmes numériques et les idées, et aussi tout ce qui était structure de soutien pour pouvoir être capable de créer une nouvelle manière de s'engager avec les différents services financiers existants. Et tout ce qui est innovation, FinTech, sont des versions de ces combinaisons-là. Donc, nous prenons ces différentes pièces, nous les mettons ensemble et nous arrivons à créer une nouvelle expérience qui est attractive à une audience. Et à la fin de la journée, l'infrastructure de base reste la même. C'est que l'argent est toujours en banque quelque part et de manière traditionnelle, il faut passer par la banque pour pouvoir engager cela. Et il est important de comprendre les choses parce qu'après, il est difficile de construire différents modèles d'affaires lorsqu'à la fin de la journée, vous devez toujours passer par la banque pour ces différentes transactions. Donc, ceci, il y a eu des fintechs qui ont pu se déployer ou déployer les infrastructures d'une manière qui peut créer un modèle totalement nouveau. Lorsque nous prenons par exemple la fintech appelée Branch, qui opère aussi au Kenya et au Nigeria, ils ont pu offrir des prêts sur demande via votre téléphone en fournissant on va dire, une évaluation crédit sur base de votre historique et votre conduite. Donc, dans le passé, la banque devait vous assister afin d'avoir tout ce qui est lettre de référence ou les garanties venant de vos employés. La FinTech comme la branche peut adresser ou bien servir un grand marché parce qu'ils utilisent la technologie pour engager les services. Et ce qui est intéressant avec Branch, c'est qu'à la fin de la journée, le prêt doit passer par une banque. Donc au Nigeria et au Kenya, la Branch a commencé à travailler avec des partenaires banques pour pouvoir permettre ces prêts. Et ensuite, la banque, à la fin, doit approuver. Et ce modèle a eu du succès que Branch a pu développer sa propre banque au Kenya et au Nigeria. Et la dernière est une acquisition qui s'est passée au Kenya. Ils ont eu une microbanque qui... Et donc, nous arrivons à voir que même dans vos innovations FinTech, vous avez besoin des banques pour pouvoir vous aider. Parce que les banques sont les institutions qui peuvent répondre aux exigences de réglementation des régulateurs. Donc, nous voyons qu'il y a une connexion claire entre ces différentes pièces, parlant de la réglementation qui, effectivement, joue le rôle et
donne la structure aux différents services financiers. Et nous voyons qu'ensuite, nous avons la banque qui vient effectivement permettre ces rôles des services financiers. Et au-delà des banques, au-delà de réglementation, ils arrivent à étendre la capacité d'atteindre la fonctionnalité des différents services bancaires. Et à ces différents niveaux, il y a des valeurs additionnelles qui sont créées. Et nous allons voir d'autres niveaux tout à l'heure, au fur et à mesure que l'industrie FinTech continue à s'étendre. Donc, ceci nous donne de comprendre les réglementations, l'infrastructure, technologie. Donc, ces deux pièces ne sont pas suffisantes pour la FinTech d'exister. Nous avons aussi besoin des structures de soutien. Et ceci sont on va dire, les éléments non technologiques, des personnes qui permettent à ce que la FinTech puisse marcher aujourd'hui. Donc, si vous partez pour un service comme WorldRemit qui est un service de transfert d'argent en Angleterre et permet aux utilisateurs de lier leur carte de banque pour pouvoir envoyer de l'argent dans différentes destinations dans le monde. Et cet argent peut être crédité dans un compte mobile ou d'autres formes électroniques. Donc, WorldRemit est très populaire. C'est une entreprise multimilliardaire et leur service permet à ce que les gens puissent recevoir de l'argent instantanément. Donc, lorsque vous partez sur leur site web et vous ajoutez votre compte bancaire et vous voulez envoyer de l'argent au Malawi, vous pouvez le faire dans les 5 minutes qui suivent. Et dans les 5 minutes ou dans les minutes qui suivent, la personne qui reçoit l'argent au Malawi va recevoir l'argent dans la monnaie locale. Donc, ce qui se passe, c'est que cet argent ne se déplace pas en temps réel. Parce que, comme dit, la réglementation est structurée de sorte qu'il n'y a pas d'avenir pour les personnes de déplacer leur argent de manière transfrontalière. La réglementation ne soutient pas ces genres de transactions. Alors, ce qui existe, c'est qu'il y a des banques, il y a des transactions interbanques via un système SWIFT. Donc, si vous envoyez de l'argent d'un compte à un autre, dans différents pays, ceci est soutenu par les SWIFT, qui est une entreprise. Je vais rapidement retrouver la définition. Alors, Société pour les télécommunications. Donc, la SWIFT est la seule solution transfrontalière qui existe et qui a été acceptée aussi par les différentes banques centrales partout dans le monde. Donc, à un niveau banque, ceci est où la FinTech prend fin, à un niveau banque. Et alors, de manière pratique, ce qui se passe, c'est que lorsque vous engagez une transaction pour transférer de l'argent, on va dire, de l'Angleterre à Malawi, c'est que WorldRemit fait, c'est qu'ils ont déjà de l'argent quelque part au Malawi, de sorte que lorsque vous initiez la transaction, ils peuvent prendre leur argent depuis leur, on va dire, installation au Malawi et payent. Et plus tard, ils vont engager la transaction SWIFT pour pouvoir régler la valeur qui a été transférée. Et toutes les innovations liées au FinTech et mobile que vous voyez, c'est le modèle qui est utilisé parce que vous avez différents, on va dire, dépôts d'argent pour donner l'illusion aux gens qu'il y a une transaction instantanée. Et c'est la même manière que la carte Visa fonctionne. Donc, il y a des lignes de crédit avec différentes banques, mais lorsque vous prenez votre carte Visa et vous payez, on va dire, pour vos marchés, cet argent ne quitte pas immédiatement votre compte. Vous verrez que il y a eu déduction sur votre compte, mais il y a un système et un mécanisme qui doit prendre place qui implique plusieurs personnes pour pouvoir effectivement
arriver à déduire cette valeur de votre compte bancaire. Et donc, comme résultat, à cause de la réglementation qui est fixe et ferme, cette régulation prend du temps. Les différents services financiers doivent effectivement répondre aux écarts. Et ce qu'ils font, c'est de préfinancer tout ce qui est engagé comme transaction pour permettre aux gens d'avoir l'illusion qu'il y a eu transaction instantanée. Et nous avons des personnes qui continuent à, on va dire, à suivre les transactions de manière manuelle sur le système Swift. Donc, la plupart des personnes qui apprennent ces choses pour la première fois sont surpris parce qu'avec l'Internet, où nous pouvons déplacer de l'argent très rapidement, pourquoi pas aussi déplacer, où nous pouvons, je vais dire, déplacer de l'information. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi déplacer de l'argent? Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de donner l'illusion. Mais en tant que, on va dire, consommateur, l'illusion, effectivement, marche pour vous parce qu'à la fin de la journée, vous avez les résultats que vous attendez. Vous pouvez effectivement engager votre transaction, payer pour ce que vous avez fait. Mais dans le fond, à cause de ces différentes étapes, la fintech doit être innovative et progressive avec les différents modèles pour être capable de pouvoir engager. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, la prochaine section est liée à la trésorerie et règlement. Donc, nous allons parler de l'illusion, ce mirage. Alors, tout ce qui est fintech que vous voyez, à cause de ce règlement pour pouvoir avoir différents, on va dire, dépôts d'argent dans différentes localités, nous avons différents réseaux qui sont liés à la trésorerie qui assurent que vous ayez assez d'argent où vous avez besoin afin de pouvoir rendre disponible le service. Donc, par exemple, si nous voulons aujourd'hui, par exemple, ouvrir, on va dire, une entreprise de crédit où nous allons rendre disponible des prêts aux Ivoiriens, nous devons nous assurer que nous avons assez de CFA dans notre banque, dans notre compte en Côte d'Ivoire. Cela devient complexe lorsque vous faites cela dans plusieurs pays. Disons que EcoBank a décidé de nous donner $1 million pour commencer à rendre disponibles les prêts dans différents pays. Alors, ce 1 million sera dans notre compte EcoBank à Lomé, mais nous aurons des opérations en Côte d'Ivoire et à cause de notre amie Cécilia qui nous a invités en Zambie pour dire, écoutez, vous pouvez venir aussi commencer une entreprise de prêt en Zambie, un microfinance. Nous devons gérer cet argent qui est à Lomé et nous devons aussi manager ou gérer aussi celui de la Côte d'Ivoire et nous devons gérer aussi le compte en Kwacha qui est en Zambie, en Lusaka. Et donc, lorsque vous regardez les différentes échelles dans lesquelles nous opérons, la complexité, on dit, ne fait que s'accroître avec différentes monnaies que vous utilisez. Disons que nous avons beaucoup de demandes venant de la Zambie, alors que tout l'argent que nous avons est à Lomé. Nous ne pouvons peut-être pas les déplacer rapidement pour pouvoir servir nos différents consommateurs, clients à Zambie. Alors, ce que la FinTech fait, c'est de diviser les capitaux qu'ils ont pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est de prendre peut-être 200 000 et ils vont les déposer à Abidjan. Et ils vont prendre un autre 200 000, ils vont le déposer en Zambie. Et ils vont maintenant, on va dire, surveiller les différents flux. Alors, si nous arrivons à voir qu'il y a plus de transactions au niveau de la Zambie, alors, ce que nous allons faire, c'est de voir comment rendre disponible la liquidité en Côte d'Ivoire, mais aussi, il sera important pour nous de trouver comment est-ce que nous pouvons utiliser ce que nous avons comme fonds propres en Zambie. Alors, ce que nous devons faire, c'est que convertir à nouveau ce que nous avons comme monnaie en dollars américains et comme nous l'avons dit, le dollar est perçu comme la monnaie mondiale. Et
il y a un besoin pour pouvoir avoir, on va dire, une trésorerie dédiée afin de permettre qu'il y ait de l'argent nécessaire au moment où on en a besoin. Alors, à chaque fois que vous déplacez l'argent, cela implique des coûts. Si vous devez faire une transaction SWIFT d'une banque à une autre, la banque qui engage l'envoi va vous demander de l'argent et la banque qui reçoit aussi peut vous demander de l'argent. Alors, dans la FinTech, cela est plutôt différent. Le moins de money vous déplacez, le plus de money, le plus d'argent vous arrivez à faire. Alors, malgré que vous existez pour donner l'illusion qu'il y a un déplacement, un mouvement de l'argent d'une manière impossible euh, avec ce que nous avons comme règlement ou réglementation aujourd'hui. Alors, je vais juste m'arrêter là rapidement et puis récapituler. Nous avons la réglementation comme pilier qui effectivement répond aux exigences de FinTech et c'est ce qui permet à un environnement, on va dire, favorable pour la FinTech et tout ce qui est institution financière d'exister. Nous avons aussi l'infrastructure technologique qui, dans le contexte de l'Afrique, les télécoms ont pu répondre à ces différents besoins pour pouvoir avoir une distribution que les banques n'ont pas. Et comme résultat, nous avons succès des différents services mobiles et comme nous avons mentionné, nous avons MTN et Momo et tout, qui sont des grands services financiers qui existent dans le pays. Big industry that is still very new, you know. Just 30 years ago, there was no. C'est une très grande industrie qui existe. Je voudrais poser maintenant la question. À quel niveau est-ce que ces différentes réglementations ont eu à avoir un effet sur l'inclusion financière? Je voudrais tout d'abord répondre à cette question. Sans le règlement qui existe, il faut dire qu'il n'y aura pas de volonté au niveau de l'industrie. Quand vous voyez d'autres marchés au niveau de l'Europe et des États-Unis, il faut dire qu'on ne peut pas avoir un service financier parce qu'aux États-Unis, la réglementation est faite de sorte qu'il y a une réserve au niveau fédéral. Et on peut étendre cette capacité-là, de sorte qu'en fin de compte, vous, en tant qu'acteur de télécom ou en tant que partenaire FinTech, vous puissiez intervenir dans la chaîne, soit en partie ou en partie avec une réserve fédérale. Alors, quand vous faites des transferts banques aux États-Unis, cela va au-delà même des infrastructures. L'action qui s'étend sur des jours pour parvenir à d'autres banques. Alors que lorsque vous allez par exemple au Nigeria et que vous voulez faire un transfert d'argent, vous finissez par utiliser un autre système entre les banques, entre les systèmes établis. Et cela permet à votre argent d'être déposé de votre banque à une autre banque. Et même pendant 7 jours. Et ce service est possible car la Banque centrale du Nigeria instruit le besoin de la banque afin de faire cette transaction-là en temps réel. En Afrique, il faut dire alors que la réglementation n'est pas la meilleure en Afrique, sinon dans le monde, tel qu'au sud-est de l'Asie, à Singapour, vous voyez des réglementations qui progressent. J'ai été surpris en faisant des actions avec des Américains. Il faut dire que ça m'a vraiment pris du temps avant de percevoir l'argent que j'attendais. C'était le même cas avec la Malawi. Au Nigeria, il faut dire qu'il y a un défaut. Au Nigeria, si vous transférez de l'argent d'un pays à un autre, il n'y a pas d'option pour vous que de faire cette
transactions là. Je pense que c'est vraiment surprenant et cela va illustrer comment est-ce que les réglementations des services financiers en Afrique sont pertinentes à notre niveau. Nous avons une question. C'est une question en français, ça vient de M. Bassirou. La question, c'est de savoir comment vous pensez que cette réglementation dont vous parlez peut être faite. Un critère, c'est d'établir tout d'abord la réglementation. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours plusieurs éléments à considérer. Le premier élément est en rapport avec l'accès. Plusieurs Africains aujourd'hui sont exclus de l'économie globale parce qu'ils ne peuvent pas participer sans accès. Alors, pour plusieurs pays africains, il faut dire que l'Afrique est vraiment jeune dans ce concept. Nous avons eu notre indépendance en 1960. Il faut dire que la plupart des pays africains sont vraiment nouveaux. Nous avons des économies, mais pour la participation, il faut des institutions qui puissent permettre de favoriser cela. Peu de pays africains peuvent dire qu'ils ont aujourd'hui des institutions. Les infrastructures du gouvernement ont plusieurs jeunes gens qui ont besoin d'intervenir au niveau de l'argent mobile parce qu'il n'y a pas de service financier du tout. Il faudrait que 60 à 65% n'ont pas accès aux services financiers. Dans certains pays, c'est vraiment difficile et dans d'autres pays, c'est vraiment lent. Ce que les gouvernements font de leur priorité, c'est cet accès. Alors, sous l'angle de la réglementation, c'est d'avoir des lois émanant des prestataires de services dans les pays tels que le Ghana, où il faut dire que le cadre réglementaire est défini clairement et le gouvernement a pris des initiatives pour mettre sur pied des systèmes pour favoriser le climat. Il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai été déconnecté pendant quelques secondes. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. OK. L'autre angle important à considérer, c'est la protection du consommateur. C'est vraiment nécessaire. Nous avons aussi besoin de protéger le consommateur quant à l'usage de la crypto-monnaie. Par exemple, si je transfère mon argent à un autre service financier et que je veux retirer mon argent et que je n'arrive pas à avoir mon argent parce que certains prétextes me sont donnés, il faut alors que je sois protégé. Nous voulons alors avoir des consommateurs qui soient capables de percevoir leur argent en temps réel et qui sont protégés. Il faut dire que les opportunités ne sont pas données à tout le monde, mais il faut s'assurer qu'il y a une protection adéquate des consommateurs. Éviter que les personnes soient maltraitées de façon non appropriée. Il y a plusieurs personnes en Afrique qui, selon les données internationales l'année dernière, dans plusieurs pays africains, il y a plusieurs personnes qui
La plupart des transactions en Afrique se passent avec de l'argent liquide. Et il faut dire que cela s'étend sur une centaine d'années. L'argent liquide est nécessaire. Quand vous allez dans certaines parties de l'Occident, vous vous rendrez compte qu'il y a certains désavantages. Quand comment dépenser cet argent, comment taxer les gens, le système d'imposition est tellement élevé que cela affecte aussi souvent les transactions. Par exemple, ici où je vis en Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a beaucoup de risques. Il faut dire qu'il n'est pas sûr pour nous de traiter dans un environnement qui offre peu de sécurité. Alors, il faut penser à la réglementation. Je pense que la troisième chose à savoir, c'est de savoir si vous avez de l'argent électronique, il faut essayer de le connecter à d'autres systèmes de paiement en Afrique. Je suis vraiment content. Quant au paiement, vous permettez aux banques africaines et aux institutions d'être capables de faire des transactions avec d'autres personnes en temps réel, ce qui est plus rapide et plus à bon marché. Et cela ne prend pas appui sur le dollar américain. Je pense que quand, par exemple, je veux aller dans un autre pays, j'ai besoin de passer au change. Quand il y a des personnes au Rwanda qui viennent au Malawi, le système et la réglementation permettent aux devises africaines de trouver un certain équilibre quant aux diverses transactions. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Il y a une autre question. Comment est-ce que nous parvenons à cela? Je pense que pour avoir de telles initiatives, il faut dire que nous avons beaucoup de choses à faire au niveau de Chipper Cash. Comment les personnes en Afrique, chaque acteur a son rôle à jouer. Même vous, en tant que journaliste, vous avez votre rôle à jouer. Vous pouvez mieux expliquer ce qui se passe dans cet écosystème. Cela aide de façon significative à accroître et à développer ce secteur. Il faut avoir accès aux capitaux. Cela est important car nous avons besoin de refaire les infrastructures depuis le début. FinSec est utile, mais je ne pense pas que ce soit comme ici en Afrique. En Europe, le cas est différent. Les transactions avec les banques en Europe sont différentes de celles que nous percevons ici en Afrique. Pour avoir accès à certains crédits, ou penser aux propriétaires des services financiers, c'est un système qui permet d'avoir des Africains indépendants qui puissent, je veux dire, développer un certain nombre de systèmes à partir de ressources humaines capables de promouvoir les crypto-monnaies. Je pense que je vous ai donné le contexte. Nous allons passer à la prochaine diapo. Cela sera plus facile parce que nous comprenons tous d'où nous venons, quels sont les défis et où nous allons. Bien avant de continuer, je voudrais savoir s'il y a deux questions. Je répondrai à ces questions avant que nous continuions, s'il vous plaît.
La question de Komi, j'utilise Google Translate. Est-ce que vous pensez que l'usage de FinTech en Afrique peut revitaliser les services financiers? Les banques en Afrique, quand vous regardez leur performance contre les banques en général, il faut dire que les banques africaines sont les banques plus rentables au niveau du système bancaire dans le monde. Et ces banques-là croissent rapidement. Je pense que EcoBank est dans plusieurs pays, 32 pays. Mais malgré ça, il faudrait que ces banques soient capables de servir plusieurs personnes. La plupart des banques doivent être capables de servir tout le monde. Et je pense que nous avons une bonne opportunité de mettre sur pied le service financier que nous désirons. L'autre question émanant de Bonaventure, je voudrais la traduire, s'il vous plaît. Je prendrai les deux dernières questions à partir de Google. L'existence de la perspective. Je pense qu'il y a toujours l'usage de l'argent. L'argent est toujours en circulation. L'argent liquide. Ce qui se passe, c'est que le cash et la crypto-monnaie ont coexisté. La dernière question, permettez-moi de la traduire aussi également, s'il vous plaît. J'aime bien cette question. Avec toutes ces expériences que nous avons acquises, pouvez-vous nous donner des conseils pour ceux qui voudraient, à la fin de la formation, s'embarquer dans la transformation des services financiers en créant une entreprise FinTech? Je pense qu'au niveau euh, élevé, il faut savoir que c'est un processus qui demande de la patience. Il faut avoir tout d'abord une approbation de la part du régulateur. Il faut avoir l'expérience qu'il faut afin que vous puissiez ouvrir votre entreprise. Et ce qui est très important, eu égard au fait que vous êtes journaliste, c'est que vous avez la capacité de promouvoir ces informations. En investissant de l'argent dans vos affaires pour avoir un retour, cela peut vous permettre d'avoir plus de succès. Ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est que en niveau type cash, nous avons eu beaucoup de millions que nous avons enregistrés l'année dernière. Nous avons eu beaucoup d'impact. La raison pour laquelle les investisseurs nous donnent l'argent, c'est à cause de notre réputation. Alors, je ne peux pas vraiment mettre l'accent sur votre réputation. Si vous voulez avoir une industrie, un secteur FinTech, je pense que vous devez avoir aussi une bonne réputation. Permettez-moi de continuer et nous reviendrons aux autres questions, s'il vous plaît. Voici où nous sommes. Quant à la situation, l'état actuel du secteur FinTech, ça, ce sont des données récentes. Nous avons 10% des transactions sont faites à partir de l'argent liquide, y compris les transactions non financières. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de travail à abattre au niveau des services financiers. Et les transactions faites à partir d'argent mobile sont des voies vraiment bienvenues. Il faut dire aussi qu'il y a 4 à 6 milliards au niveau des profits FinTech
en servant un grand nombre de populations. Lorsque vous regardez les acteurs les plus reconnus tels qu'Orange, MTN, ils ont plus de dollars. L'argent mobile de MTN Money est vraiment en avance. Il faut dire aussi qu'ils ont eu à avoir plusieurs millions de clients et ils ont un business vraiment rentable qui emploie directement des centaines de personnes, des milliers de personnes d'ailleurs, je dirais. Et il est facile de quantifier leur impact au niveau de l'écosystème. Au même moment, il faut dire qu'il y a plusieurs services qui sont vraiment à prix abordable. Par exemple, de là où je suis à Johannesburg, je peux aller, par exemple, avoir un crédit car la banque a la capacité d'évaluer le crédit que je demande en vue de m'accorder ce prêt. Alors que lorsque vous allez à FinTech, on vous dit que vous avez la banque, vous avez la permission du régulateur. Pourquoi ne pas avoir une voie qui vous permet d'avoir plus de clients? Pourquoi ne pas réduire vos coûts? Et la banque est contente parce qu'elle peut avoir la caution par des crédits. Et au niveau de telco, il vous prélève aussi quelque chose. Alors qu'avec ces services financiers, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de valeurs qui sont ajoutées, les frictions sont réduites et aussi, en tant que résultat, vous voyez beaucoup de capitaux quant aux opportunités qui sont présentées. Cela dit, il y a des défis et voici les quatre défis. Avant de parler de la rentabilité, vous voyez par exemple avec MTN au Ghana, ils ont investi avant d'avoir à s'étendre, à étendre leur tentative, à être connus. Alors, il faut dire que c'est une activité qui demande beaucoup de capitaux, car il faut investir tout d'abord des millions afin d'avoir quelque chose en retour. Je voudrais vous parler par exemple d'un cas, d'un étude de cas au Sénégal. Je pense que ceux qui sont en Dakar sont familiers à cela. Ils sont venus compétir avec Telco directement et ils ont investi 20 millions afin d'installer leur service. Et comme je le comprends aujourd'hui, ils sont les numéros 1 quant à l'usage des smartphones au Sénégal, car leur business model est vraiment attrayant. Alors, cela est possible si vous avez des capitaux qui puissent vous permettre de vous étendre, de vous faire connaître. Alors, par moment, je lis dans les journaux que les ex-fin companies ont eu beaucoup d'argent, mais il n'est pas clair au lecteur. Pourquoi est-ce que quelqu'un aura besoin de beaucoup d'argent avant de commencer un business fintech? Et dans ce contexte au niveau du régulateur, vous pouvez avoir la compréhension de cet écosystème. En même temps, il est important pour vous d'identifier votre segmentation de marché, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous voulez toucher. Et il y a aussi l'autre défi, c'est au niveau du marché, comme par exemple au niveau du Nigeria, le régulateur peut affecter certains maillons de la chaîne. Par exemple, quand la Banque centrale du Nigeria a arrêté l'usage
au Nigeria, quand vous voulez ouvrir un compte bancaire, la première chose à faire, c'est d'avoir un numéro de BVN. C'est le numéro de vérification du compte bancaire. Ce sont 8 chiffres qui sont à poser sur votre pièce d'identité et la banque garde la traçabilité de tout cela. Et même si vous ouvrez une autre banque, un autre compte bancaire là-bas, tout ce dont vous avez besoin, c'est votre numéro de BVN et votre numéro de téléphone. La banque centrale transfère toutes vos coordonnées bancaires à cette nouvelle banque et en ce moment, vous avez la latitude, la possibilité d'ouvrir un nouveau compte bancaire. Il faut dire que cela n'existe pas dans plusieurs pays africains. Et il y a longtemps, Fintech au Nigeria a permis d'utiliser les BVN pour créer des comptes pour leurs clients. Mais parce que certains Fintechs n'ont pas un cadre qui s'accorde à tout ce qu'ils font, le système, cela permet en fait de comprendre toutes les opérations de blanchiment d'argent, de détournement d'argent. Alors, il est important d'avoir les coordonnées bancaires des clients. En ce moment, la Banque centrale a des orientations quant à comment souscrire à un FIC pour réduire les conséquences, pour réduire, mitiger cette situation. Par exemple, ce fut le cas au Nigeria. En tant que FinTech, vous pouvez avoir les capitaux pour bénéficier, sinon pouvoir vous accorder à ce genre de situation. Je pense que cela est en rapport avec la gouvernance des entreprises. On ne prête pas trop attention à la gouvernance d'entreprise. Comment s'assurer que nous sommes en conformité avec la loi et on voit cela à Fintech parce qu'ils sont des experts en technique. Il y a des ingénieurs au niveau du personnel. Peut-être que vous ne pensez pas aux personnes qui œuvrent, sinon qui luttent contre le blanchiment d'argent. C'est quand Fintech commence à penser à comment se conformer à la réglementation. Cela permet en fait de travailler en harmonie. Nous avons le côté de conception, nous avons l'aspect financier. Je pense que cela est naturel. Au niveau des fintechs, on pense tout d'abord au niveau de la conformité et cela permet de mitiger les défis qui sont associés à ces questions. Quand nous parlons du paysage du fintech africain, nous présentons l'Africain comme un continent, mais sous l'angle des services financiers, il faut dire qu'il y a beaucoup à faire. Vous voyez ici au Kenya, en tant qu'exemple, je me souviens, j'avais Winborn au Kenya qui m'a aidé pendant 2 mois. Je lui ai demandé de me fournir un numéro de compte bancaire pour que je la paye, pour que je puisse la payer. Elle a refusé. Quand vous avez un marché perturbé tel qu'au Nigeria, au niveau de l'infrastructure bancaire,
Au même moment, vous voyez qu'il y a certaines réglementations qui permettent cela. C'est pourquoi vous avez tous ces services sophistiqués de paiement tels que les BVN comme résultat de le marché. Il est important de noter que le Nigeria a été vraiment opposé à Telco. Si vous tapez cela sur Google, vous verrez de quoi je parle. L'année dernière, il y a une licence de paiement qui a été mise afin de pouvoir faire ces paiements. Vous avez aussi les financements participatifs, euh, les marchés Carrefour. Je pense que l'exemple le plus pertinent au niveau de cette région, c'est Wave Money, qui n'existait pas. Wave, qui n'existait pas il y a 10 ans. Maintenant, ils sont vraiment une menace pour certaines entreprises au niveau des marchés. Et je vois que les investisseurs mondiaux ont perçu cela. Et il y a beaucoup d'investisseurs tels que IFC qui donnent du crédit à Wave pour le développement. Et vous voyez que IFC a un objectif qui vise à améliorer l'infrastructure en Afrique pour réduire les coûts pour plusieurs personnes. Alors, vous voyez que ce marché Carrefour est le marché le plus propice qui permet à FinTech de croître. Parlons de la fragmentation du paysage. Oui, il y a plusieurs services digitaux qui sont liés, par exemple, au Nigeria, l'Afrique du Sud. Ces pays ont un bac à sable réglementaire. Au Kenya, il y a eu un temps où il n'y avait pas de réglementation. Si un bac à sable réglementaire existait, cela aurait permis de travailler avec l'académie, avec EcoBank. Cela aurait permis de comprendre ce qui se fait au niveau des différentes parties du pays. À un moment, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale dit vous pouvez faire ceci pendant 6 mois, vous pouvez suivre, vous pouvez avoir ces contrôles. Si à la fin d'un semestre, vous avez euh, une prorogation d'un an pour vous permettre de continuer vos activités. Et vous pouvez permettre à toutes ces activités de mettre sur pied un cadre réglementaire et faire intervenir aussi d'autres acteurs. Cela permettra aux acteurs de FinTech d'innover d'une façon qui réduit les risques. Dans ce marché, vous avez les licences qui sont attribuées, par exemple, au Nigeria, vous pouvez être une banque de microfinance. Vous pouvez permettre à vos clients de faire des transferts et cela aide à certains niveaux et cela permet d'avoir plusieurs types de licences. C'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud. Si vous êtes une banque, vous êtes une banque. Si vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas une banque. Toutes les fintechs en Afrique du Sud travaillent en étroite collaboration. Et c'est un canevas vraiment intéressant à exploiter. Vous avez le côté financier dans plusieurs marchés. Il vous appartient de prendre de l'argent de plusieurs personnes telles que le financement participatif.
Je peux par exemple dire que la plupart des pays africains travaillent sur plusieurs communautés. Alors, nous avons euh, cette cohésion sociale qui permet, par exemple, des cotisations. Les personnes font des tontines pour avoir des crédits. Alors, la réglementation pour ces personnes doit être développée afin de voir comment tirer profit de ce qu'ils font. Il y a aussi la cryptocurrency qui est vraiment grande en Afrique, selon les journalistes qui sont en, sur le terrain. La plupart de ces valeurs permettent à certains pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, d'avoir des systèmes de contrôle afin que les personnes soient capables de convertir l'argent qu'ils ont en argent, en crypto-monnaie. Pour moi, cela suggère qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des activités faites au niveau des frontières. Si ces clients sont satisfaits des prestations de services de fintech, ils n'auront pas de besoin d'avoir recours à certaines monnaies. Alors, il faut dire que la plupart de ce que nous voyons, c'est comment permettre à ces réglementations de pouvoir être en conformité avec les entreprises. Par exemple, au niveau du Burkina Faso, nous assistons à une tentative de ce genre quant à créer un cadre favorable. Il faut dire malheureusement qu'il y a certaines banques qui ne sont pas euh, favorables à cela. Il y a des questions importantes au niveau de la sécurité. Par exemple, si vous travaillez avec une partie et qu'une partie est compromise, est-ce que je dois retourner à ma banque pour dire vous devrez faire ceci ou cela pour moi ou de façon volontaire? Ça, c'est certains des défis auxquels nous sommes confrontés, les défis qui existent. Je pense que ces défis existent au niveau mondial. Alors, nous verrons comment le paysage réglementaire peut permettre de résoudre ces situations. Et FinTech essaie de voir comment prendre des décisions quant à la prochaine étape, où commencer après. Alors, il est important de savoir que ce marché fragmenté, perturbé, euh, est perçu sous un autre angle en Europe, mais malheureusement, cela n'existe pas ici en Afrique. Nous devons commencer depuis la base, reprendre tout à zéro. Et comme résultat, si vous allez par exemple à Chipocash au Nigeria, vous verrez que le cas est différent qu'en Ouganda. Alors, il est important de voir tout ça pour s'harmoniser avec le cadre réglementaire au niveau local. Je pense qu'il y a des tendances principales qui permettent d'accélérer la croissance de FinTech. J'ai parlé de d'une inclusion financière. J'ai parlé aussi de détrôner le cash. Il y a une bonne opportunité d'évoluer. Il y a beaucoup de valeur. L'accroissement de la disponibilité des fonds. Il faut dire
Les entreprises en Afrique du Sud, quand vous les observez, vous voyez qu'elles sont moins de 2%. Ce type d'investissement est vraiment nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Les personnes qui écrivent plus de chèques, qui émettent plus de chèques ne viennent pas d'Afrique. Et les investisseurs africains doivent développer le business. Vous voyez aussi une croissance rapide. Quant aux dépenses, il faut dire que l'Afrique est un continent très jeune et la plupart de notre main-d'œuvre essaie, il y a plusieurs, il y a, il y a 30 ans, plusieurs Africains, il y a des besoins additionnels, il y a beaucoup de choses à faire. Ce dont je parlais, il y a plusieurs jeunes qui vivent dans les zones urbanisées. Il y a aussi une croissance dans l'accès à l'Internet et les différents smart téléphones. Dans la plupart des pays, le coût des données sont plutôt réduits comparé à cela 5 ou 10 ans. Et plus de personnes ont accès plutôt aux, aux services Internet et les opportunités que ces services Internet peuvent générer. L'une des choses aussi qui effectivement me donne plus de joie, c'est les nombres de différents fonds qui sont disponibles pour les piles de capitaux pour les différents pays en Afrique. Lorsque vous regardez 2021, nous avons plus de 5000 startups qui ont reçu, on va dire, des fonds, des capitaux pour les entreprises. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé mon startup en 2016, j'ai fait une présentation de savoir comment est-ce que la technologie africaine a pu investir des millions de dollars et ceci elle ne peut être comparée aux milliards de dollars aujourd'hui. Donc, il y a plus de 40% de croissance et je pense que cette année même, il y aura plus de capitaux investis ou financés, investis dans les startups. Donc, il y a effectivement une croissance dans les capitaux qui sont rendus disponibles pour les financements des startups en Afrique. Et la plupart sont investis dans les fintech, tout ce qui est entreprise fintech. Donc, ces entrepreneurs qui ont ces capitaux pour la première fois peuvent travailler avec. Alors, pour conclure, et nous allons aborder les questions, qu'est-ce qui fait un gagnant en tant que startup? Vous voulez commencer votre propre entreprise. Premièrement, il faut avoir effectivement une valeur claire, une proposition claire pour votre marché. La M-Pesa, par exemple, c'était pour faciliter le transfert entre la zone urbaine et les zones rurales. Et ceci a commencé à fonctionner parce qu'il y avait un demande. Parce que le danger avec les industries startup, c'est que nous voyons plus de personnes qui commencent des entreprises qui ne sont pas viables. Et ceci réduit effectivement la compétence d'investissement en Afrique en général. Ce n'est pas seulement que vos entrepreneurs malawi, mais cela affecte tout ce qui est industrie et tout ce qui est opportunité en termes de capitaux pour pouvoir atteindre le niveau où nous voulons avoir des profits. Et deuxièmement, nous devons aussi avoir une grande base active des utilisateurs rapidement.
Donc, vous avez besoin de 10 millions, vous avez besoin de 10 000, vous avez besoin de 40 000 comme cash aux États-Unis. Lorsque vous êtes à cette échelle, même si vos différents fonds pour les opérations, vu le nombre des utilisateurs, vous pouvez facilement maintenir votre niveau. Donc, il faut aussi avoir une stratégie claire de monétisation. Vous devez avoir une stratégie, c'est plutôt facile à ce niveau. Vous devez dire peut-être que c'est des prêts que vous allez demander 5% là-dessus. Alors, nous avons vu ceci dans les industries des prêts au Nigeria où les entreprises ont essayé de rendre disponibles des prêts et ils ont vu les taux très élevés. Et alors, après, il faut maintenant appeler les contacts pour dire, écoutez, il y a des paiements qu'il faut faire et autres. Donc, il est important de voir ce qui marche dans d'autres pays. Ce qui marche dans d'autres pays peut ne pas marcher dans votre pays. Donc, vous devez avoir une stratégie de savoir comment est-ce que vous pouvez faire de l'argent aussitôt possible. Et ensuite aussi, vu que les consommateurs africains ne sont pas encore au niveau, on va dire, de cette puissance de dépense, vous devez savoir que vous ne ferez pas beaucoup d'argent venant de vos différents clients. Donc, avec la plupart on va dire, des entreprises télécoms, c'est très souvent $1 ou juste quelques CFA qui sont faits déduits des différents clients. Donc, c'est avec cela, donc avec cette information où vous dites, écoute, vous disiez avec $1, vous pouvez avoir $1 de différents clients. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'engager plus de clients pour vous essayer de monétiser ce qui est lié à votre client. Parce que c'est possible que ce client n'a pas l'argent pour dépenser. Je pense qu'avec le temps, il y a beaucoup plus de croissance et il y a beaucoup plus de personnes qui ont l'argent pour dépenser. Mais c'est une réalité économique que les opérateurs FinTech doivent être sensibles à cela. Numéro 5, et ceci parle un peu en général de tout ce que nous avons pu aborder. Vous devez comprendre et savoir comment résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors, il y a beaucoup de différences culturelles dans nos pays, même les pays voisins qui partagent les mêmes langues, les mêmes monnaies. Il y a différentes manières de faire. Donc, vous devez comprendre et savoir comment développer des solutions locales pour les différents marchés. Je pense que c'est la clé. Et le numéro 6, qui est aussi très clair venant de nos conversations tout à l'heure, si vous ne vous alignez pas aux différents régulateurs, vous n'aurez pas l'opportunité de commencer votre entreprise parce que les régulateurs ou l'institution de réglementation, si vous avez le soutien, un peu comme Safari a fait au Kenya et MTN a fait à l'Ouganda, il est facile pour vous de faire grandir votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas le soutien du régulateur, il est important, plutôt, je vais dire, d'avoir le soutien du régulateur. Donc, voici les considérations qui donnent souvent aux startups on va dire, prendre l'entrée tard. Mais lorsque vous vous alignez avec les régulateurs, ceci vous permettra de pouvoir rapidement, on va dire, vous engager et grandir. Follow Je vais these bien répondre à la question. Those 6 factors, Alors, ces 6 facteurs ont contribué de manière très, très significative aux différents. And then, yeah, I think we can do a quick recap and just jump straight to the questions. I think there's 10 of them. Alors, nous allons rapidement faire une récapitulation et j'ai voulu peut-être poser des questions. Si quelqu'un arrive à me donner une réponse, je peux utiliser le service de transfert pour rapidement envoyer de l'argent à cette personne-là. Donc, Nathalie, nous avons quelques questions. On va rapidement les prendre. Venant de Bassiro, pour beaucoup d'acteurs, le niveau de l'alphabétisation constitue un frein pour l'essor des filles et de l'inclusion financière de manière générale. Qu'en pensez-vous de cela?
Je pense que l'industrie de télécom a pu résoudre ce problème qui était un défi. Effectivement, quelqu'un peut ne pas être, on va dire, instruit, mais beaucoup de personnes peuvent, on va dire, se retrouver avec les différents chiffres. Donc, vous pouvez avoir, on va dire, des commandes simples. Pour quelqu'un même qui n'est pas instruit, cette personne peut encore, on va dire, faire avec les différentes instructions pour commencer, on va dire, par exemple, les différents services. Par exemple, si j'arrive à faire étoile 1, 2, 3, H, je peux recevoir tel montant ou bien faire telle chose pour faire. Donc, ce type de mécanisme, je pense que c'est le mécanisme que les télécoms utilisent. Et vous verrez que la plupart des personnes n'arrivent pas à lire, mais peuvent utiliser du téléphone mobile. Donc, je pense que ce sont des manières et une manière pour vous de trouver des solutions pour les régions où il y a des pénétrations liées au téléphone. Il y a des différents, on va dire, applications qui peuvent vous permettre d'interagir de manière vocale avec les différents. Interface takes place without you needing to know how to read or write. The next question is from Martin. Question. Martin veut savoir comment est-ce que les services financiers offrent des services sécurisés. Donc, je pense que c'est lié aux données et à la sécurisation des fonds aussi. Très pertinente comme question. C'est à vous de revoir les différents fintech qui sont crédibles, que ce soit sur leur plateforme, ils auront des termes de service lorsque vous parlez premièrement de leur licence, leur accréditation et deuxièmement de savoir si la licence, si ils sont certifiés, ça veut dire que les régulateurs sont satisfaits par le service de sécurité, comment est-ce qu'on arrive à empêcher différentes données et comment est-ce qu'on arrive aussi à aborder tout ce qui est lié aux cybersécurité. Donc, vous devez répondre à ces différentes questions. Donc, la manière la plus facile, c'est de vérifier s'il y a, par exemple, publicité pour des fintechs, c'est que très souvent, il y a des partenariats. Si vous regardez, par exemple, Wave, c'est que Wave est en partenariat avec EcoBank et UBA. Donc, ce sont, on va dire, des partenaires de licence qui ont la responsabilité de pouvoir sécuriser les fonds. Donc, si la FinTech n'a pas de termes de référence et aucune licence, très souvent, ce sont de très, très mauvais signes et je ne vous conseille pas cela. Alors, la question, c'est que vous avez dit que l'argent mobile permet d'accéder à une inclusion financière, alors que pendant les transactions, il y a un coût à payer, tout comme à la banque. Où est donc la différence avec les transactions bancaires? Alors, très, très bonne question. De manière traditionnelle, nous avons vu les services de mobile qui étaient très chers, coûteux, mais avec le temps, les coûts de ces transactions d'un point A à un B sont très souvent moins coûteux comparé à aller, par exemple, faire un dépôt banque et les différentes étapes pour entreprendre ces transactions. Je suis totalement d'accord que les transactions liées, le modèle de transaction, des coûts qui ont, la plupart, on va dire, des fintech ou des services ont commencé à réduire les différents coûts. Ceci s'est passé au Ghana et en Ouganda. La plupart des télécoms ont réduit les coûts pour permettre plus de transactions et des fintechs comme le Chip Cash où il n'y a pas de coûts liés aux opérations lorsque vous envoyez de l'argent. Donc, nous cherchons toujours à trouver d'autres manières pour pouvoir savoir comment se faire de l'argent et maintenir ces services-là gratuits pour les participants. Donc, parlant d'expertise, est-ce que ceci affecte, on va dire, la croissance des fintech en Afrique? Je dirais oui et non. Oui, parce que les fintech
doivent être capables de construire sur des infrastructures bancaires pose des réglementations. Donc, si cette infrastructure n'est pas là, nous avons EcoBank qui a des API qui sont faciles à être utilisées dans différents pays. Vous pouvez utiliser cela pour les transferts entre pays et autres. Mais s'il n'y a pas cette infrastructure, il est difficile pour vous de construire. Mais ce manque d'infrastructure aussi crée des opportunités. Donc, c'est plutôt mélangé et ceci peut effectivement avoir différents impacts. Il y a plus d'éléments ou des nouvelles personnes qui sont introduites dans le système avec la technicité et l'expertise. Et la plupart des entreprises digitales qui sont plutôt impliquées maintenant dans ce sens-là. La question de la KT en Afrique de l'Ouest. Dans la zone EMOA, la BCAO joue le rôle du régulateur et publie un rapport semestre de surveillance des moyens et services de monnaie électronique. Qu'en est-il des autres régions d'Afrique? Je dirais que la BCAO fait partie des régulateurs, on va dire, monde où vous avez l'opportunité de pouvoir établir des standards que la plupart des pays africains peuvent adopter. Et ce qui est intéressant avec la BCAO, c'est que lorsque vous avez la certification pour entreprendre des affaires au Sénégal, il est plus facile pour vous de vous installer en Côte d'Ivoire parce que la certification est plutôt la même et le cadre est aussi la même. Et la plupart des pays où les banques centrales des pays publient tout ce qui est volume électronique d'argent, que ce soit au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie, en Malawi. Quelques exemples, vous pourrez trouver ces données sur leur site, mais souvent, cela peut aussi être caché. Mais la plupart des régulateurs rendent disponibles ces différents chiffres. Alors, la question liée à la Sierra Leone est qu'il est difficile effectivement d'arriver à atteindre cette protection des consommateurs en termes de transactions. Qu'en est-il si cette tendance continue, on va dire spécialement? Bon, je ne suis pas qualifié pour répondre à ces cas spécifiques en Sierra Leone, mais je pense que comme d'autres pays voisins qui ont adopté le même cadre, cela crée des exemples pour les régulateurs de pouvoir suivre et voir comment adopter ces différents cadres. Nous avons vu cela dans les télécoms, où la plupart des pays ont converti et les services télécoms comme SMS et autres. Mais ceci a commencé dans un pays avant que cela soit adopté dans tous les autres pays. Donc, je pense qu'avec le temps, nous aurons plus de clarté, mais je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Notre question pour le Gogo, qu'est-ce qui manque pour nous, journalistes africains, en ce qui concerne les récits que nous devons dire de la FinTech sur la transformation des services financiers? Alors, j'ai des difficultés parce que je ne sais pas réellement ce qu'il faut pour être un journaliste. Alors, si vous me parlez des services financiers, je pourrais vous répondre. Mais ce que je peux donner comme commentaire, c'est qu'il est important pour vous de prendre le temps en tant que journaliste de venir apprendre sur l'industrie, avoir des détails, on va dire, de l'expert. Et c'est une très, très bonne chose pour vous de vous familiariser avec tout ce qui est connaissances techniques. Ceci est une bonne directive, des bonnes directives que vous êtes en train d'entreprendre. Ceci pour vous permettre d'avoir le contexte. Et je pense qu'ensemble, vous pouvez émettre, vous pouvez vous engager. Et je pense que les journalistes qui racontent l'histoire de la FinTech en Afrique sont en train de faire des très, très bons boulots. J'ai vu quelques publications sur l'Afrique et c'est beaucoup de travail. Et donc, je pense que vous faites déjà un très, très bon boulot en rendant disponibles ces différentes données.
au public. Et nous avons le temps pour une dernière question qui vient d'Elisabeth. Si vous pouvez regarder dans la boîte à questions, elle a posé des questions plutôt spécifiques. Alors on va. Je n'arrive pas à comprendre la première question. Je vais rapidement aborder la deuxième. Alors, quelles sont les activités FinTech dont on en parle plus? Premièrement, c'est les transferts. Il est très difficile de transférer de l'argent en Afrique. Il est plutôt facile dans la plupart des pays lorsque vous avez un compte bancaire, mais lorsque vous voulez déplacer de l'argent d'un pays A à un pays B en Afrique, il y a des difficultés à tous les niveaux. Donc, c'est des opportunités pour la plupart des entreprises, la banque, que les banques et d'autres, on va dire, compagnies FinTech recherchent. Alors, l'autre question d'Elisabeth, c'est de savoir est-ce que la FinTech s'applique-t-elle uniquement au secteur bancaire ou a-t-elle plus à voir avec les investissements financiers? Nous avons le contexte du Chipekas en Ouganda. Vous pouvez payer des stocks, des actifs des différents pays, que ce soit en Ouganda, dans les entreprises publiques ou des stocks venant des entreprises américaines. Donc, il y a un côté, on va dire, banque, mais aussi un côté investissement. Nous sommes les premiers à initier cela en Ouganda. Et nous avons pu amener des milliers de personnes qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir effectivement avoir de l'investissement ou bien avoir des actifs dans les entreprises. Ils ont pu être capables de payer ces actifs-là. Et je pense que la FinTech s'applique à la banque et à l'investissement, et avec le temps, nous aurons aussi des produits de crédit sophistiqués. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, payer, on va dire si vous voulez louer une maison, vous devez payer une année au Nigeria. Et ceci, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative pour les gens d'avoir accès à des crédits, des prêts en Afrique du Sud. Vous pouvez juste payer un mois de loyer et ensuite commencer à payer. Et donc, la dernière question, c'est de savoir comment est-ce que les entreprises FinTech gagnent-elles de l'argent. Très souvent, ce sont les coûts d'opération et très souvent, c'est comme ça que les entreprises télécoms arrivent à se faire de l'argent. Les banques font de l'argent sur la base des transferts, des interchanges de transferts. Donc, il y a des déductions venant des différents, on va dire, GAB et autres. Peut-être si vous payez quelque chose pour 100 francs, le marchand peut avoir quelques francs sur cela, et cela est partagé entre la banque et le réseau, parce que le marchand doit aussi recevoir les paiements carte afin que lorsque vous entrez dans le magasin et vous n'avez pas de cash, vous pouvez être capable de payer avec votre carte. D'autre manière que les FinTech de faire de l'argent, c'est d'avoir des partages de revenus avec les banques qui rendent disponibles les capitaux. Donc, si vous êtes engagé dans les applications de prêts, je peux avoir de l'argent de EcoBank et je vais dire EcoBank, je vais mettre tel pourcentage de taux pour mes clients et je vous donne tel pourcentage de banque. Ce que nous faisons, c'est de partager les différents revenus. Et donc, ce sont les manières les plutôt communes, connues. Eh bien, je pense que nous avons encore quelques minutes pour 2 ou 3 questions. Alors, la question de Komala, c'est de savoir comment est-ce que la FinTech peut contribuer à l'économie et le développement. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut participer au développement économique. La manière dont le monde est interconnecté, nous sommes tous affectés par l'économie mondiale, donc que nous ne voulons pas. La plupart des pays en Afrique ont vu effectivement les prix, la croissance des prix, les flambées des prix, et aujourd'hui liées à la crise ukrainienne. Et donc, que vous ne voulez ou pas, vous êtes participant dans l'économie mondiale, et la FinTech vous permet d'avoir plus de voix, de pouvoir dans cette économie en vous permettant d'avoir accès au système mondial économique, et ceci vous permettant d'avoir plus
de pouvoir faire des décisions informées. Et de manière pratique, c'est que vous avez une application FinTech au Nigeria. Vous pouvez payer, on va dire, des dollars américains via le crypto et avoir votre argent en crypto. Et le taux du dollar était entre 600 dollars comparé au Naira du Nigeria. Et aujourd'hui, nous sommes à 700. Donc, il y a différentes manières de comment utiliser les cryptos. Ce qu'ils font, c'est de payer, on va dire, des cryptos dollars qui sont des moyens de pouvoir préserver les valeurs de leurs différentes monnaies. Donc, il y a différentes manières de monnaies différentes dans différents pays. Mais ce qui est général, c'est que nous sommes dans une économie mondiale et nous devons tous participer. La dernière question avant que nous puissions aller dans les récaps, dans les relations avec les banques. Quel positionnement une fintech doit-elle préférer? Un modèle basé sur le partage de revenus, un positionnement d'éditeur ou de conseil? Je pense que c'est plutôt spécifique avec les relations que vous avez avec la banque que vous travaillez avec. Chaque banque va voir l'opportunité de manière différente et vous devez vous aligner pour pouvoir permettre le cas. Et donc, nous avons ce problème lié au transferts électroniques qui sont liés à 3 à 4 banques qui ne les perçoivent pas comme des compétiteurs et compétition. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement de vous engager. Il y a d'autres banques, par exemple, qui ont déjà un service mobile banque. Et malheureusement, cette banque ne pourra peut-être pas vous donner cette opportunité-là. Et donc, elle est plutôt spécifique, cette question. Vous pouvez toujours créer un modèle qui basé sur la priorité de la banque. Alors, je vais poser une question rapidement. Je vais rapidement partager la question à Eric. Et pour juste résumer tout, il sera peut-être intéressant pour nous de revenir sur les diapos. Et puis, voilà. C'est quoi la FinTech? C'est des technologies utilisées pour améliorer la prestation des services financiers. Cela a commencé avec les jetons. Et l'exemple tangible que nous avons différents fintech. Nous avons aujourd'hui les monnaies, l'argent papier qui est plus facile pour les gouvernements de produire. Et ceci jusqu'aux années 70 où le standard on va dire de l'or a disparu lié au dollar. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens disent que leur monnaie est soutenue par le dollar. Et le dollar est soutenu par les institutions gouvernementales américaines. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus curieuses de savoir, et si le dollar s'effondrait, comment est-ce que nous allons plus, on va dire, maintenir cette valeur de pays comme Venezuela, le Zimbabwe, où nous avons vu des inflations liées à l'effondrement de la monnaie. Donc, les gens se relient aujourd'hui au crypto et ceci, l'exemple du Venezuela et la Zimbabwe. Pour avancer, les différents piliers, il y a différentes pièces du puzzle. La première, c'est la réglementation. Ensuite, nous avons l'infrastructure technologique qui est utilisée pour créer les nouvelles expériences, avoir accès à d'autres démographies où d'autres acteurs ne peuvent pas accéder. Nous avons aussi le soutien, le structure de soutien. Vous devez être à mesure de répondre aux exigences des régulateurs.
Ensuite, vous avez la trésorerie et le règlement qui vous permettent de gérer les différents dépôts que vous avez d'argent dans différents et permettant aussi des services en temps réel et permettent aux différents utilisateurs sur l'Internet de pouvoir utiliser. Imaginez si vous devez attendre 48 heures avant d'utiliser votre compte Netflix. Donc, il est important pour ces genres de transactions d'exister et parce que la réglementation, on va dire, ne tient pas en compte directement. Vous avez besoin de structures pour pouvoir soutenir cela. Donc, l'état de l'industrie, it's a big opportunity. Despite how big the industry seems, there's still a lot of work to be done. And at Chipper and many other startups, banks and telcos, we work very hard every night and day to make sure that we can donc, nous travaillons pour pouvoir réduire ces chiffres, mais nous essayons, nous nous efforçons et je pense que nous pourrons créer plus d'opportunités pour les Africains de créer de la richesse. Et la motivation pour nous qui travaillons dans les services de finance, c'est de permettre de donner l'outil aux gens de pouvoir être actifs dans cette économie mondiale dans laquelle nous existons. Donc, différents types de, on va dire, de marchés. Nous avons there's also quite a lot of risk. And then the different types of considerations that you have to make when les considérations que vous devez tenir compte. Les différents pays sont dans différents niveaux de maturité. Et donc, il est important de savoir quels sont ces niveaux de maturité et chaque pays doit pouvoir être capable de choisir la bonne voie pour pouvoir avancer. Cela pourra vous coûter très cher s'il faut réparer. Et la plupart des entreprises qui ont fermé, très souvent n'ont pas pu se remettre parce qu'après, les gens n'ont plus confiance à l'entreprise en question. Donc, nous avons effectivement le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus échanger en utilisant l'argent. Nous avons aussi la forte croissance liée aux innovations en Afrique et aussi la pénétration aujourd'hui du numérique en Afrique. Et je dirais aussi le COVID qui a permis une accélération du numérique en Afrique. Donc, nous avons aussi l'illustration des capitaux. Et ensuite, qu'est-ce qui fait un gagnant? Donc, je suis très heureux d'avoir partagé cette session. Donc, vous allez recevoir mes différentes questions. Je ne sais pas si Eric, ce que vous allez faire, c'est d'inclure votre numéro mobile et je pourrais vous transférer la petite récompense que j'ai pour vous dans votre compte mobile. Donc, je vous remercie pour votre question. J'aurais souhaité vous voir tous via la vidéo, mais merci encore. Merci à toi, Wiza. Nous allons partager vos questions et la personne gagnante va aussi recevoir votre transfert. Donc, nous espérons que vous avez réellement profité de la session. Donc, vous pouvez avoir accès à tout ce qui est disponible, les documentations et autres. Vous pouvez aussi tenir compte de vos emails. Et donc, on se revoit encore la semaine prochaine et nous aurons une session sur l'intelligence artificielle et les banques. Donc, merci encore pour votre temps, l'énergie. Merci encore et on se voit la prochaine fois. Au revoir tout le monde.